Bonjour à tous, alors c'est en faisant part sur YouTube de ce qui m'est arrivé sur Facebook, c'est-à-dire que après une certaine vidéo qui a peut-être dérangé plus que d'autres, Facebook me demande à présent de vérifier mon identité officielle, donc carte d'identité ou autre, sur Facebook, donc je fais le choix de ne plus poster là-bas parce que ça s'appelle du flicage, du chantage. Soi-disant Facebook avait perdu en censure, etc. En fait, il n'en est rien. Ou plutôt, si tu peux faire ce que tu veux, entre guillemets, si t'as montré patte blanche et qu'ils ont toutes tes infos. Et un abonné m'a dit de m'intéresser au LifeLog de la DARPA. Et très franchement, je savais pas qu'il avait existé un projet aussi précis. À vrai dire, je me doutais bien qu'il subsistait quelque chose, une sorte de boîte noire à l'échelle mondiale, puisque ça m'a déjà traversé l'esprit qu'on puisse être traqué, peu importe les applications qu'on utilise, même peut-être dans la vie aussi, faire en sorte que un entretien d'embauche ne soit pas concluant, que vous n'ayez pas tel job, etc. Un peu harceler quelqu'un de manière invisible, ce qui peut rejoindre dans certains cas le targeting. Donc voilà, je vais vous donner toutes les infos que j'ai à propos de ce DARPA LifeLog, qui était un projet du Bureau des techniques de traitement de l'information de la Defense Advanced Research Project Agency, DARPA, du département américain de la défense, DoD. Selon la brochure de l'appel d'offres, il s'agissait alors d'un sous-système basé sur une ontologie qui saisit, stocke et rend disponible l'historique des expériences et des interactions d'une personne avec le monde afin de soutenir un large éventail de commis assistants et d'autres fonctions du système. Le but du concept LifeLog était de suivre les fils de la vie d'un individu en termes d'événements, d'états et de relations et d'avoir la possibilité d'enregistrer toute expérience d'un individu, des numéros de téléphone composés et des messages électroniques consultés à chaque respiration et chaque pas effectué et à chaque lieu visité. Alignement et compétences. LifeLog visait à créer une base de données électronique massive de toutes les activités et relations d'une personne. Cela devait inclure les achats par carte de crédit, les sites web visités, le contenu des appels téléphoniques, les courriers électroniques envoyés et reçus, les scans de fax, le courrier envoyé et reçu, les messages instantanés envoyés et reçus, les livres et les magazines, une sélection d'émissions de radio et de télévision, la localisation physique par des capteurs GPS portables, les données médicales qui seraient collectées par des capteurs portables. L'objectif général de cet enregistrement de données était d'identifier les préférences, les projets, les objectifs et autres indications des intentions d'une personne. Je cite. Un autre objectif de LifeLog était de trouver une certaine façon de détecter les corrélations. Il s'agissait de trouver dans la chronique des schémas significatifs qui permettent de déduire les routines, les habitudes et les relations de l'utilisateur avec d'autres personnes, organisations, lieux et objets, afin d'exploiter ces schémas et de faciliter sa tâche. Le programme DARPA a été annulé en janvier 2004 après que des militants des droits civiques aient critiqué les risques entraînés par le système sur le respect de la vie privée. Alors, retenez bien cette date de janvier 2004 parce qu'on va en parler juste après en relation avec Facebook. Les articles de presse dans les médias ont décrit LifeLog comme le journal intime qui met fin à tous les journaux intimes. Un enregistrement multimédia et numérique de tout ce que vous voyez, entendez, lisez, dites et touchez où que vous alliez. Selon des représentants du gouvernement américain, LifeLog n'est pas affilié au programme Total Information Awareness de la DARPA. On verra tout à l'heure ce que c'est. La similarité, la fonction et le mode d'action ainsi que la fin et le point de départ de Facebook sont frappants. Facebook a été lancé exactement le même jour où le projet LifeLog de la DARPA aurait été stoppé. Plus généralement, Stephen Aftergood, analyste en technologie de la défense, a décrit que les smartphones et les médias sociaux étaient des équivalents de LifeLog. Intéressant, hein ? Alors effectivement, on peut se demander si ces projets, à titre expérimental et moins publics on va dire, n'ont pas été continués, secrètement ou pas, je ne sais pas, après 2004 ou d'une autre façon, parce que qui mettent autant de moyens dans des recherches et des technologies pour arrêter brutalement juste parce qu'une bande d'altermondialistes ont mis ça en lumière. Bon, sérieusement, c'est pas ça qui font qu'ils arrêtent tout d'un coup, je ne pense pas. On peut se demander la même chose du programme MKUltra qui est officiellement arrêté en 73, mais qui a très probablement continué par la suite de manière plus discrète. Alors,
Le lien avec Facebook. Ben, vous vous souvenez, hein. Programme DARPA annulé en janvier 2004. Hop, ici on voit sur la page de Facebook que Zuckerberg fonde TheFacebook, initialement à l'adresse thefacebook.com, le 4 février 2004. Donc, moins d'un mois plus tard, on a Facebook qui est créé. Alors, on est d'accord que en 2003, d'ailleurs, je m'en souviens, au collège, on était allé dessus, Zuckerberg avait appelé son site FaceMash, hein, mais un an après, il l'appelait The Facebook. Ça, c'est du détail. Maintenant, on va regarder ce que c'est que le Information Awareness Office. Alors, là, j'ai eu un choc parce que toutes ces dernières années, pour mes recherches, etc., une fois j'étais tombé sur un site étrange, sur un cache de archive.org, je vous avais lu la page très étrange qui parlait des Illuminati ou je sais plus, des Anonymous. Bref, et il y avait exactement ce logo, ce blason. Et moi je pensais que ça avait été créé par quelqu'un pour illustrer ce qu'était la surveillance mondiale. Pas du tout. C'était le blason officiel du Information Awareness Office, avec la pyramide, l'œil qui voit tout, qui éclaire la Terre, hein. On voit ici autour qui est marqué Information Awareness Office. Donc ce bureau, hein, IAO, créé par le DARPA en janvier 2022, est un bureau mettant en commun différents projets du DARPA destinés à appliquer les TIC pour contrecarrer des menaces asymétriques à la sécurité nationale américaine. La mission de l'IAO était imaginer, développer, appliquer, intégrer, démontrer et évoluer des techniques informatiques, des composantes et des prototypes à l'intérieur de systèmes d'information en boucle fermée qui contrecarreront les menaces asymétriques en obtenant la connaissance complète de l'information. Alors, ça c'était il y a plus de 20 ans. Est-ce que l'IA, ça ne leur permet pas ça ? Dans le sens où toutes les informations sont envoyées pour la plupart, sauf Mistral et autres, sur des serveurs américains. Donc c'est vrai qu'on peut se demander quand même. Alors je me souviens à présent, je vous avais fait une vidéo où je me demandais qu'est-ce que c'était que cette IAO. Parce qu'on était tombé sur ce logo, sur une page étrange d'une archive internet d'il y a plusieurs années. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. Je continue. À la suite de critiques du public affirmant que l'application de ces techniques pourrait éventuellement mener à un système de surveillance de masse, le Congrès des États-Unis a coupé les fonds à l'IAO en 2003, mais plusieurs projets maintenus par l'IAO ont continué grâce à d'autres fonds. Voilà, donc c'est pas complotiste que de dire ça, c'est le cas. On verra par la suite, on va vérifier cette source. Donc l'IAO fut créée après que l'amiral John Poindexter, ancien conseiller à la sécurité nationale du président Ronald Reagan et le président de la SAIC, Brian Hicks, se soient rapprochés du département de la défense des États-Unis avec l'idée d'un programme pour la prise de conscience de l'importance de l'information après les attaques du 11 septembre 2001. Poindexter et Hicks avaient dans le passé travaillé ensemble sur des programmes de technologie de l'espionnage pour la Defense Advanced Research Project Agency. Alors, petite parenthèse, vous vous souvenez, il y avait aussi dans les années 90 et 2000 le projet Echelon, hein, qui n'a d'ailleurs jamais véritablement cessé. La DARPA accepta d'héberger le programme et en confia sa direction à Poindexter en 2002. L'IAO commença à financer la recherche et le développement du programme Total Information Awareness, TIA, hein, donc c'est ça le fameux TIA qu'on voyait plus haut, en février 2003, mais renomma le programme en Terrorism Information Awareness en mai de la même année, après une réaction hostile des médias sur les risques du programme concernant le contrôle de la population. Donc en fait, ils ont juste remaquillé le nom du concept pour que les gens croient que, ah bah oui, c'est pour lutter contre le terrorisme, donc ça change tout, quoi, hein. Je continue. Bien que TIA était un projet de l'IAO parmi d'autres, beaucoup de critiques et de rapports ont confondu le projet TIA avec d'autres programmes IAO sur le même sujet, avec pour résultat que le TIA paraissait être le seul projet important de l'IAO. Le programme TIA était le programme de niveau système de l'IAO, qui avait pour but d'intégrer les techniques des systèmes d'information dans un prototype pour fournir des outils afin de mieux détecter, classifier et identifier des terroristes étrangers dans l'intention d'accroître les chances des agences gouvernementales autorisées à anticiper sur des réactions hostiles. Le projet TIA effectuait des recherches, des développements et intégrait des techniques pour agréger les données, suivre l'analyse des liens, développer des modèles descriptifs et prescriptifs en utilisant la technique d'exploration de données, data mining, et appliquer ces modèles à d'autres fichiers pour identifier les terroristes et les groupes de terroristes dans une véritable démarche de data mining. Alors,
Qu'est-ce qui nous permet de penser que 24 ans plus tard, leur technologie n'ait pas évolué et qu'ils n'aient pas gardé certaines choses pour contrôler le reste de la population, hein, pour gérer le risque avant même qu'il arrive, vous savez. C'était un petit peu d'ailleurs le principe du film. Est-ce que c'était... Non, c'était pas Vanilla Sky, c'était l'autre film avec Tom Cruise, où son boulot était de deviner quels étaient les meurtriers, ce qu'ils allaient commettre, avant même qu'ils le commettent. Alors, quelle était la part de l'idéologie de la scientologie dans ce film, hein, d'ailleurs, étant donné que Tom Cruise est un des plus importants scientologues. Ok, maintenant j'ai 2-3 autres petites infos à propos de LifeLog qui n'étaient pas sur la fiche Wikipédia. Donc, le pourquoi oublier, ce n'était pas seulement du flicage. On présente souvent LifeLog comme une machine à espionner, mais pour son géniteur, Douglas Gage, le responsable du programme à l'époque, l'objectif était presque philosophique. Il s'agissait de créer une mémoire artificielle ontologique. L'idée était de pallier les failles de la mémoire humaine. Gage imaginait un assistant capable de vous dire « Tu te souviens de ce type que tu as croisé à la conférence de Seattle il y a 3 ans? Celui qui portait une cravate jaune et qui t'a parlé de polymère ?» Et pour que l'IA puisse faire ça, elle devait tout ingérer. Vos battements de cœur, pour savoir si vous étiez excité ou stressé lors de la rencontre. Alors, petite parenthèse, avec les montres Apple connectées, là, Swatch je sais pas quoi, qui mesurent vos battements de pouls, on y est, on y est déjà. Donc votre GPS et vos emails, c'était la tentative de créer un exosquelette de l'esprit. 2. L'affiliation directe de LifeLog à Siri. C'est ici que l'histoire devient croustillante. Officiellement, LifeLog meurt en janvier-février 2004, mais la DARPA ne jette jamais rien à la poubelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les crédits et les recherches sur l'assistance cognitive ont été réinjectés dans un autre projet massif appelé PAL, Personalized Assistant That Learns, c'est-à-dire assistant personnel qui apprend. Le projet PAL a donné naissance à un programme nommé CALO, Cognitive Assistant That Learns and Organizes, c'est-à-dire assistant cognitif qui apprend et organise, confié à l'Institut de recherche SRI International. Et devinez quoi? C'est de CALO qu'est sortie la start-up qui a créé Siri, rachetée ensuite par Apple. Quand vous parlez à votre iPhone, vous parlez par une lignée technologique directe au fantôme de LifeLog. Le système n'a pas été annulé, il a été civilisé, quelque part en le rendant utilisable dans les technologies publiques que les gens achètent de leur plein gré, c'est ça. Troisièmement, l'analogie du jumeau numérique. Ça, je vous en avais parlé il y a 5 ans dans une vidéo. Écoutez bien. Pour comprendre LifeLog sans tomber dans le complotisme de bas étage, il faut le voir comme une tentative de créer un jumeau numérique, digital twin, de chaque citoyen. Imaginez une marionnette dont chaque fil correspond à une de vos habitudes. Votre trajet pour aller au café, vos mots-clés de recherche, votre rythme cardiaque au repos. Si vous avez assez de fils, vous n'avez plus besoin de surveiller la personne. Pas besoin de mettre des détectives privés, vous voyez ce que je veux dire, ou de vous faire surveiller physiquement. Il vous suffit de regarder la marionnette pour prédire ce que l'original va faire. LifeLog était la première tentative de tisser ces fils à l'échelle industrielle. Ce que Wikipédia dans son article ne dit pas sur l'annulation du projet. L'article mentionne la pression des militants des droits civiques, c'est vrai, mais c'est incomplet. En 2003-2004, le Pentagone était déjà sous le feu des critiques pour le programme TIA, Total Information Awareness, de l'amiral Poindexter. LifeLog était perçu comme le petit frère encore plus intrusif de TIA. L'annulation était une manœuvre de relations publiques, sacrifier un pion trop visible pour sauver la partie. C'est-à-dire que on sort un projet, on voit comment les gens réagissent, on dit non mais d'accord, on va pas développer ça. Par contre derrière il y a un projet encore pire qui est développé et auquel on donne une autre justification, on va dire. Voilà. Merci à Edouard Bernays pour ce genre de choses. Donc le complexe militaro-industriel a compris qu'il ne pourrait jamais imposer un tel système par le haut, le gouvernement, il fallait qu'il vienne par le bas, le marché. 5. La métamorphose, le passage au quantified self. Est-ce que ça a continué tout ça? Absolument. Mais sous une forme volontaire, comme je vous disais tout à l'heure. C'est le génie du système. LifeLog demandait aux gens d'être tracés, ce qui était inacceptable venant de l'État, mais nous payons aujourd'hui des centaines d'euros pour porter des Apple Watch ou des bagues Oura qui mesurent chaque respiration et chaque pas, pour reprendre les termes exacts de la brochure de la DARPA. C'est-à-dire qu'on a rendu ça cool en fait.
On vous le vend et certains l'achètent, ils sont contents. Hein. Nous sommes devenus les propres archivistes de notre LifeLog. La différence, c'est que les données ne sont pas stockées dans un serveur du DoD, du département de justice, enfin, pas officiellement, mais chez Google, Meta ou Amazon. La convergence est totale. Google Timeline est le volet géographique de LifeLog. Facebook, Instagram est le volet social et interaction. Les montres connectées sont le volet biométrique. En résumé, c'est une mort pour une résurrection. Le projet LifeLog n'a pas échoué. Il a simplement subi une mutation génétique, entre guillemets. En 2004, le public n'était pas prêt pour un journal intime numérique géré par l'armée. Il a fallu attendre que ce journal devienne un outil de narcissisme total et de confort personnel pour qu'on l'accepte. La grande ironie, c'est que la DARPA voulait créer une IA capable de comprendre l'intention humaine en analysant nos vies. Aujourd'hui, les modèles de langage, LLM, et les algorithmes de recommandation font exactement ça. Ils prédisent notre prochain mot, notre prochain achat, notre prochaine opinion. Le LifeLog de la DARPA était un prototype un peu maladroit et trop honnête. La version actuelle est invisible, fluide, et on l'a installé nous-mêmes dans nos poches. Comme quoi, pour faire accepter une idée radicale, il suffit parfois de changer l'étiquette sur la boîte. C'est bien connu des marketeurs dans la musique ou dans l'édition. Il y a des livres ou des albums qui se vendaient pas du tout. On change la pochette, on met un super truc et tout d'un coup, comme par miracle, ça se vend. Alors que le texte en lui-même ou la musique n'a pas changé. Voilà, donc rapidement, pourquoi faut-il faire attention? Parce que j'ai l'impression qu'on arrive à ça. J'ai l'impression que notre réputation en ligne se transmet maintenant de certains sites web en certains sites web. Parfois, vous n'êtes pas accepté dans une application, vous ne savez pas vraiment pourquoi. Oserais-je vous rappeler aussi que pour les gens qui ont Windows, depuis que ils ont mis fin aux mises à jour pour Windows 10, c'est un peu le chantage, hein, c'est-à-dire si vous pouvez quand même bénéficier de 2 ans de mise à jour encore, mais il faut relier en fait votre ordinateur à votre adresse Hotmail ou Outlook qui appartient à Microsoft. Donc maintenant quand vous allumez votre PC Windows, il sait que c'est vous personnellement avec telle adresse mail qui fait toutes les actions. Alors naturellement, des informaticiens qui ont le temps et qui ont des astuces pour pallier à ça, mais je veux dire la personne lambda normale, elle va juste par manque de temps faire ça, en fait. Et donc, peut-être que Microsoft peut monitorer. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a 1 an ou 2 que l'ordinateur plante subitement, ou même mon logiciel de montage, et j'avais peut-être pas sauvegardé un montage d'une vidéo qui, on va dire, qui dérangeait particulièrement. Et ensuite, il faut tout refaire. Vous avez passé 5-6 heures dessus. Il y a même des fois où j'ai pas réussi à retrouver la sauvegarde automatique. Donc effectivement, il peut y avoir des choses étranges. Un remote access à votre ordinateur par des algorithmes qui décident que quand tel mot est enregistré, il faut couper l'alimentation du... Enfin, vous voyez, tout est possible après. Et oserais-je vous rappeler aussi que sur eBay, sur LinkedIn, je sais plus, mais sur plusieurs sites, y compris des sites où vous essayez d'arrondir un peu, pour certains d'entre vous, les fins de mois, etc. Donc, on vous dit, vous n'avez pas besoin, pour l'instant, de vos données biométriques comme carte d'identité, etc. pour vous connecter. Donc, est-ce que vous choisissez l'adresse mail ou machin? Mais retenez bien le mot pour l'instant, hein, comme j'ai déjà dit. Ça préfigure un petit peu de ce que ce sera par la suite. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'histoire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.